Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal de Saint-Victoré du 16 décembre 2021. Je voudrais tout d'abord vous donner lecture des dérogations, donc des gens qui ont donné procuration. Madame Oreille a donné procuration à Éric Lyotard. Monsieur Marette a donné procuration à Monsieur Rajolin. Monsieur Paco a donné procuration à Madame Torres. Madame Fustier a donné procuration à Madame Campanella. Monsieur Bourgier à Monsieur Chapelier. Monsieur Delespol à Monsieur Lamarck et Madame Zoulagan à Monsieur Chelsea. Si vous n'avez pas d'inconvénients ou de suggestions, je souhaite que Madame Dorès soit secrétaire de séance. En ce qui concerne les décisions, je voudrais vous donner lecture de 3 décisions. C'est la réflexion, enfin c'est une demande de subvention pour la réflexion du réseau fluvial du groupe scolaire Cocteau. Donc c'est une demande de subvention auprès du département pour un projet s'élevant à 84 992. Et donc la subvention peut être obtenue à hauteur de 59 484, de plus de 40. Toujours demande de subvention auprès du département, c'est la rénovation acoustique et thermique de la mise en accessibilité du PMR au foyer des anciens, demande de subvention auprès du département de Bouches-du-Rhône pour une subvention du projet de 84 718,22, subventionnable à hauteur de 70%, ce qui fait 59 300. C'est rénovation des équipements scolaires aux demandes de subvention toujours auprès du département pour une somme de 85 810,45. Plafonné à 85 000 euros, donc 59 000, une demande de subvention de 59 500. À ce propos, je voudrais donner la parole à M. Lyotard pour qu'il nous fasse l'inventaire des subventions que nous avons obtenues pour l'année 2021. Donc, M. Lyotard, j'aimerais que vous exprimiez sur les subventions que nous avons obtenues dans l'année. Je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, comme monsieur le maire vient de vous le dire, je vais vous donner lecture des subventions que nous avons obtenues. Je ne vous parle pas des subventions que nous avons encaissées, puisque ça, ce sont les attributions qui nous ont été faites dans l'attente des travaux, dont la plupart ne sont pas encore finis. Certains sont engagés. Voilà, c'est ce que nous avons obtenu, en plus de ce que nous avions déjà cette année. Alors, issu du conseil départemental, nous avons obtenu 14 dossiers, à savoir la rénovation de la toiture du gymnase Hidalgo pour 59 000 euros, la rénovation partielle de la toiture du groupe scolaire Honoré Carbonel pour 40 000 euros, la création de toilettes publiques pour 45 000 euros, des toilettes publiques qui devraient être ici à proximité de l'hôtel de ville, la création de l'aménagement urbain, ça doit être la maison Useglio qui se trouve à proximité de l'ancienne boucherie. Les aménagements urbains, c'est des arbustes. Ah d'accord, ce sont des aménagements divers dans l'ensemble de la commune, donc pour 59 500 euros. Là, oui, effectivement, elle est un peu plus loin. La rénovation de la bâtisse rue Denis Papin, dite Maison Garcia, pour aussi également 59 000 euros, à proximité de chez vous, monsieur Lamarck. Voilà, juste à côté du parking qui est en face de votre maison. Pour 59 500 euros. La réhabilitation d'une bâtisse, alors là voilà, c'est la bâtisse de Maria, dite de Maria, c'est l'ancienne boucherie, pour 59 500 euros aussi. Et la bâtisse qui se trouve à côté pour 59 500 euros. Alors tout ça, ça constitue les dossiers proxy. Et on se sert de ces dossiers
pour un peu lutter contre la paupérisation des unités, soit d'habitation, soit de commerce en centre-ville, pour essayer de redonner du peps à notre commerce de centre-ville. La plupart d'entre vous avez eu l'occasion d'ailleurs de visiter la maison de Maria. Je pense qu'un commerce tout à fait sympathique pourra s'y installer. Alors, dans le cadre de la Provence verte, toujours le département nous aide pour les jardins collectifs à hauteur de 131 785 €. Dans le cadre de la relance économique, nous avons eu 73 000 € pour la démolition et le désamiantage d'une bâtisse qui n'existe plus d'ailleurs, et qui se trouvait rue René Cailloux à côté de l'Austerlitz, et 84 000 € pour la participation à la construction de la halle familiale, que nous avons visitée pour certains d'entre vous hier, et qui est absolument magnifique. Des acquisitions foncières, là, toujours dans le cadre de la réhabilitation et de la reconquête du centre-ville. Pour 165 000 €, c'est la maison Chesneau à côté du fleuriste, cet espace qui devrait vraiment métamorphoser quand les travaux seront terminés, le visage de notre centre-ville. La rénovation du musée, 300 000 € de la part du département, et l'agrandissement. L'acquisition et l'installation de matériel de sécurité pour la police municipale, 12 566 €. Vous avez remarqué que notre police municipale est armée, donc il y a toutes sortes de matériels qui viennent accompagner cet armement. Et le département nous aide à hauteur de 12 566 €. Et le dernier en date, c'était l'acquisition d'un véhicule électrique pour 13 065 €, en plus des aides de l'État, évidemment, ce qui nous permettra de continuer l'électrification de notre parc automobile, ce qui nous fait 1,2 million à peu près, 1,2 million, c'est ça, pour le département. L'État nous a aidé à hauteur de 300 000 € pour la poursuite de la numérisation de l'école Carbonel pour 22 000 € et 3 450 € également, toujours dans le cadre de la numérisation de nos écoles. La troisième tranche et l'extension de la vidéoprotection s'est vue octroyer une subvention de 102 500 €. Ça va pas tarder, ça aussi à démarrer, de l'État. Et dans le cadre des dotations des équipements des territoires ruraux, alors j'aime bien dire territoires ruraux, ça ne saute pas aux yeux à Saint-Victoré, mais bon, il y en a encore, heureusement. Nous avons eu 180 000 € pour la réhabilitation du groupe scolaire Carbonel, qui ne devrait pas tarder à démarrer fort. Donc tout ça nous amène à des subventions pour cette année de 1 500 000 € de la part du département et de l'État. Voilà, monsieur le bilan pour cette année, qui n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il y a encore des commissions permanentes qui doivent se réunir, mais à ce jour, voilà ce que nous avons. Très bien, merci M. Lyotard. Avant de parler de la réorganisation du bureau de vote, M. Lyotard, je voudrais d'abord mettre à votre approbation le dernier PV de la séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques, des suggestions? S'il n'y en a pas, je le mets au voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Que je le considère adopté. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais qu'on vous parle de la réorganisation du bureau de vote pour les prochaines votes présidentielles. Monsieur Lyotard, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Les bureaux de vote. Aujourd'hui, nous avons 5 bureaux de vote. Je vous le rappelle, il y en a un qui est à l'espace Mistral, un autre à la salle Piaf, un troisième à l'école Honoré Carbonel, un quatrième dans l'école de Padé-Massier et un cinquième qui se trouve à l'école Jean Cocteau. Certains de ces bureaux de vote commencent à être saturés, notamment celui de Padé-Massier, où il y a près de 1300 électeurs qui viennent régulièrement voter dans ce bureau de vote. D'autre part, nous allons bientôt engager des travaux à l'école Carbonel et nous avons besoin actuellement, justement, à cause de ces travaux, de la salle électrique. Ce qui nous a conduit pour toutes ces raisons, et puis aussi parce que installer des bureaux de vote à l'école Carbonel dans une cantine, c'est pas toujours idéal. On s'est dit qu'il fallait remanier tout ça et peut-être sans doute créer un 6e bureau de vote. C'est donc ce que nous allons faire de la façon suivante. Le bureau numéro 1, avec ses 995 électeurs, est bien dimensionné donc à l'espace Mistral et il restera tel qu'il est.
il est bien situé vis-à-vis la plupart des gens qui viennent voter peuvent venir à pied, donc ça se passe très bien. Le bureau numéro 4, dont je vous disais qu'il est un peu... Donc, pour vous parler de ce qui ne change pas, le bureau numéro 1 et le bureau numéro 5, là aussi, il est très bien placé au cœur du quartier de Clamony, avec 683 électeurs, ça ne pose pas de problème de fonctionnement, il fonctionne très bien. Pour le bureau numéro 4, dont je vous parlais de sa surpopulation tout à l'heure, nous allons maintenir au bureau numéro 4 uniquement les personnes de Pas-des-Lanciers village. Pas-des-Lanciers village, c'est-à-dire en gros le quartier de Pas-des-Lanciers, de Fondouille, chemin de Régana, devrait rester au bureau numéro 4, ce qui devrait faire en sorte de ne maintenir qu'à peu près 500 électeurs sur place. Et c'est pas plus mal puisque c'est un petit bureau de vote. Le bureau numéro 3 serait transféré tel quel à l'Odéon. Le bureau numéro 2 serait transféré également à l'Odéon. Et comme les gens des hameaux qui votaient au bureau numéro 4 n'y voteront plus, eh bien on créera un 6e bureau qui s'appellera le bureau des hameaux, on va dire, qui sera partagé en gros entre l'ancien Salé-dit Piaf et le nouveau Odéon, pour que les gens des hameaux, en dehors de Pas-des-Lanciers, viennent aussi voter à l'Odéon. Alors ça ne changera pas beaucoup, puisque ceux qui venaient voter à Carbonel n'auront que 100 mètres à faire, ou 200 mètres à faire pour venir à l'Odéon. Ceux qui votaient à Piaf n'auront que 150 mètres pour venir à l'Odéon. Et évidemment, et ceux qui habitaient dans les hameaux, au lieu d'aller à Pas-des-Lanciers, ils viendront également à l'Odéon. Donc l'Odéon abritera 3 bureaux de vote. 3 bureaux de vote, et il y a largement la place, inutile de le préciser. Donc nous installerons 3 bureaux de vote qui accueilleront l'ancien bureau de vote Carbonel, l'ancien bureau de vote de Piaf et les hameaux, les gens des hameaux, des civils, par exemple, qui votaient jusqu'à présent au bureau numéro 4 et qui désormais iront voter à l'Odéon. Il y a un immense parking, il y a de la place, il y a de quoi faire pour accueillir les bureaux de vote. On le fera dans des conditions bien plus confortables et pour les électeurs. Donc voilà, un bureau de vote de plus, mais 3 bureaux de vote à l'Odéon. Et les 3 autres, je le rappelle, c'est Mistral, Pas-des-Lanciers, ce qu'il en reste, et les contours. Voilà. Donc nous aurons désormais à Saint-Victorin, à partir des prochaines élections, 6 bureaux de vote, dont 3 se trouveront à l'Odéon, et disparaissent les bureaux de vote Piaf et Carbonel, qui sont d'ailleurs juste à côté de l'Odéon. Ça ne changera pas beaucoup les habitudes des gens. Alors, évidemment, il y aura une abondante communication sur ce sujet, puisque autant Piaf et Carbonel, on n'aura pas de mal à flécher en disant vous votez plus ici, vous votez à côté. Effectivement, les gens des hameaux qui votaient jusqu'à présent à Pas-des-Lanciers, il faudra communiquer lourdement, si je puis dire, sur le sujet, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Et ça se fera justement pour le confort et la sécurité des électeurs, et je pense que c'est donc une bonne chose. Pour mettre à profit l'Odéon pour accueillir des bureaux de vote. Voilà. Très bien. Nous allons passer à l'ordre du jour. Mon premier rapport, c'est le rapport annuel sur les prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. C'est donc un rapport des délégataires de l'exercice 2020. Monsieur Montagny, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, conformément aux dispositions de l'article D 2224-3 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante des communes délégataires. Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement, exercice 2020, ayant été transmis à la commune de Saint-Victorin le 27 octobre 2021, il est proposé d'approuver le rapport annuel des délégataires, exercice 2020, destiné à l'information du public et des élus dans la mise en œuvre locale de la transparence et des principes de gouvernance des services d'eau et de l'assainissement. Il convient donc de proposer au Conseil municipal de décider de prendre acte de la présentation devant le Conseil municipal du rapport annuel pour l'année 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. De préciser que ce rapport sera mis à disposition du public conformément aux dispositions prévues par le décret visé ci-dessus, et enfin d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci, monsieur Montagny. Je le soumets à votre approbation. Est-ce qu'ils sont pour?
l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agit cette fois des autorisations d'ouverture exceptionnelle le dimanche pour l'année 2022. Madame Serruti, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par Monsieur le maire au titre de l'année 2022. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération communale dont la commune est membre. À défaut de délibération, dans un délai de 2 mois, suivant la saisine, cet avis est réputé favorable. Considérant que ces ouvertures dominicales exceptionnelles contribueront à la vitalité et au dynamisme commercial de la ville de Saint-Victoré et qu'elles répondront à une demande des consommateurs et donc de la population saint-victorienne. Il est proposé au conseil municipal de fixer la liste des dimanches comme suit pour l'année 2022. Pour les secteurs de l'automobile, conseil municipal des professionnels de l'automobile, dont je vais vous dire les dates, et ce sera toujours pour l'année 2022 en totalité. Le dimanche 16 janvier, le dimanche 13 mars, le dimanche 12 juin, le dimanche 18 septembre, le dimanche 16 octobre. Pour les autres secteurs, et toujours pour l'année 2022, le dimanche 2 janvier de 9h à 20h, le dimanche 9 janvier de 9h à 20h, dimanche 17 avril de 9h à 20h, dimanche 5 juin de 9h à 20h, dimanche 26 juin de 9h à 20h, dimanche 3 juillet de 9h à 20h, dimanche 28 août de 9h à 20h, dimanche 4 septembre de 9h à 20h, dimanche 4 décembre de 9h à 20h, dimanche 11 décembre de 9h à 20h, dimanche 18 décembre de 9h à 20h, dimanche 25 décembre de 9h à 20h. Il convient de proposer au conseil municipal de donner un avis favorable à cette demande de dérogation municipale, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, de demander l'avis du conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence. Préciser que la liste des dimanches établis donnera lieu à un arrêté du maire. Merci Madame Serruti. Je vais le mettre à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Donc, je le mets à votre approbation. Ceux qui sont pour, je lève la main. Je vous remercie à l'unanimité. Il s'agit cette fois d'une cession de la parcelle cadastrée section AO numéro 32 d'une parcelle d'une superficie de 30 mètres carrés à M. Bertol Anthony, située au 42 rue des Arnaud à Valence-Village. Monsieur Chapelier, je vous donne la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, petit historique rapide. Donc, pour habiter le hameau de Bas-des-Lanciers, la maison de village située 41 rue des Arnaud à Bas-des-Lanciers a été rénovée en 2020 pour permettre justement de trouver un futur acquéreur. Cela a été le cas en début d'année, mais suite à un désistement sur 2021, le bien était remis à la vente sur ces derniers mois. La publication de la mise en vente du bien sur le site Le Bon Coin le 17 novembre 2021 à 170 000 € a permis d'avoir de nouveaux interlocuteurs. Vous trouverez en annexe le courrier du 26 novembre 2021 de M. Bertol, demeurant lotissement les jardins du Grand Puy au Pen Mirabeau, qui a fait une proposition d'achat à 170 000 €. Vous trouverez également en annexe l'avis des domaines de ce bien-là à 145 000 €. Donc, suite à ces éléments, il convient de proposer au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle cadastrée section A0, donc 32 pour la somme de 170 000 € à M. Bertol, de prendre en charge les frais éventuels induits par cette décision et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les formalités administratives nécessaires à ce dossier, et notamment la signature de l'acte notarial. Merci. Merci M. Chapelier. Oui, merci. Oui, bonsoir à tous.
Donc, sur le sujet de cette session, bon, alors, la commune a bien évidemment le droit de mettre en vente des biens immobiliers, mais c'est le conseil municipal qui décide de la cession après avoir pris connaissance de tous les éléments d'appréciation imposés par les règlements. Rien de neuf là-dessus. La loi, en fait, impose une transparence totale. Et il est donc impératif de démontrer au conseil municipal que la motivation de vendre est bien fondée et qu'il n'y a aucun délit de favoritisme potentiel, car ce sont des biens appartenant à la collectivité et non à des personnes privées. Tout cela est évident et conforme à ce qui est indiqué dans les règlements. Alors pour une vente immobilière, le premier impératif incontournable, sauf erreur, est l'avis des domaines, qui manque aux annexes, là, il n'y est pas. Donc nous n'avons aucun moyen de vérifier que le prix de vente n'est pas en dessous du prix établi, conformément à la loi. Donc voilà, écoutez, ensuite, vous êtes aussi tenu d'informer quand même le conseil municipal de l'ensemble des candidatures ayant eu lieu, c'est ce qui doit se pratiquer, donc d'expliquer par qui et comment le choix a été réalisé, ça s'appelle la transparence. Enfin, tout cela n'apparaît pas là, dans ce que vous mettez. Vous ne démontrez pas clairement qu'il n'y a pas eu, enfin vous savez, les soupçons de favoritisme, il faut démontrer qu'il n'y en a pas. On a toujours l'impression que vous agissez comme si le bien vous appartenait en fait, et que finalement vous mettez le conseil municipal devant le fait accompli en lui rendant compte simplement de votre décision que vous considérez visiblement comme étant discrétionnaire, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, dans les annexes, le document « Votre annonce maison de 59 mètres carrés sur Pas-des-Lanciers » est en ligne, là, le lien ne s'ouvre pas, je ne suis pas le seul, je n'y suis pas arrivé. Donc raison pour laquelle une bonne pratique normale impose, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ces ventes ou acquisitions soient gérées par une commission. Et l'adjudication aux ventes aux enchères reste quand même le procédé le plus rentable et le plus transparent pour la commune, ce que vous avez déjà fait dans le passé, du reste, je crois, pour les maisons de Sud-Aviation. Enfin, personnellement, là, je voterai contre. Enfin, je demande le report de cette délibération pour non-conformité, puisque tous les documents n'y sont pas. Merci. Oui, monsieur Chapeau. Est-ce qu'on peut faire passer ce document, monsieur? Oui, bon, dans un premier temps, l'avis des domaines peut vous être remis, parce que c'est vrai, c'est une erreur, ça peut être écrit auprès des annexes, mais il est à jour et il dit, sinon aucune déclaration n'aurait été faite. Et la deuxième chose, c'est que vous avez, malheureusement, vous n'avez pas écouté lors de la délibération. Si vous écoutez bien ce que j'ai dit, c'est que justement, l'annonce du bon point du 17 novembre a permis d'avoir de nouveaux interlocuteurs sur la vente. Et la personne, qui est M. Bertol, qui a fait ce courrier-là, a été pris en contact sur le bon point et a visité suite à l'annonce du bon point. Je ne conteste pas, mais si vous n'avez qu'une seule proposition, dites-le. Si vous en avez plusieurs, exposez-les, et puis ce sera transparent. C'est ça, en fait, il n'y a qu'une seule proposition, mais vous ne dites pas que c'est la seule. Alors, voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est justement que ça a été fait dans l'heure. Après, votre souhait d'avoir une conférence pour pouvoir faire les domaines... Commission. Ça soit votre souhait. Sinon, mes propos qui ont été tenus tiennent justement compte de l'ensemble des éléments. Je n'accuse personne et je ne dis pas que c'est le meilleur acheteur, et je ne dis pas ça. Je dis simplement que dans la mesure où tout n'est pas présenté, le doute est initié, c'est tout. Il y a M. Verdeau qui voulait prendre la parole. M. Verdeau, oui. Merci, bonjour tout le monde. Je voulais apporter quelques petites précisions, parce que M. Gelsi a l'habitude toujours de souligner la prise illégale d'intérêt, mais je pense qu'il n'a pas compris exactement ce que c'était la prise illégale d'intérêt. Je rappelle que M. Gelsi s'était vanté en juillet dernier, même à mon égard, qu'il y avait une prise illégale d'intérêt sur un bien d'une SCI Myriam, dont mon frère était gérant. La Provence, que ce soit Anticor, avait fait un signalement, d'après les écrits du journal, pour une prise illégale d'intérêt, parce que mon frère, Derblou Ramel, était gérant de cette SCI. Et pourtant, M. Gelsi s'est procuré des statuts, et dans ces statuts-là, il était bien démontré que mon frère n'était gérant de rien du tout, il ne l'a jamais été avant, et c'était une SCI. Alors c'est dans votre habitude, à chaque fois, de sortir ce petit mot, prise illégale d'intérêt, sur quelques banques qu'il peut avoir, etc. C'est pas ce que je viens de dire, je ne vais pas prononcer. Vous avez dit le petit mot prise illégale d'intérêt, je l'ai entendu. À l'instant, là tout le monde l'a entendu. Non, voilà. Non, je n'ai pas dit. Alors,
comme vous êtes le défenseur des Non, je l'ai pas citoyens, dit, je l'ai pas dit. ça serait bien que vous apportez, surtout que ce soit aux journalistes ou à l'association dans laquelle vous faites partie, parce que je pense que la Provence, ils n'ont pas vérifié, mais si je les invite à les vérifier, que quand on voit tout ce qui est écrit, d'accord, que ce soit sur les sites internet, etc., vous avez bien précisé que le gérant était le frère de l'élu et que sa femme, en gros, ma belle-sœur, qui est ma femme réellement, était sa femme. Alors, vous voyez un petit peu, alors, cette fameuse prise illégale d'intérêt et compagnie, eh ben, elle est un petit peu désintéressée. Voilà. Alors, c'est sûr que si on dit que c'est mon frère le gérant, c'est sûr que de suite, c'est prise illégale d'intérêt. Mais vous savez très bien que c'est faux, parce que vous êtes procuré justement les statuts, mais vous avez quand même, vous avez voulu faire buzz sur Saint-Victoré, sur ça, parce que vous apportez rien, parce que je rappelle que c'est votre deuxième mandat, et quand je regarde un petit peu quel plan d'action vous avez mis pour la municipalité, que ce soit au niveau de la métropole, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de la région, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Voilà. Et de quoi vous parlez là? Non, il n'y a que dalle. Voilà. Parlez de quoi? La seule chose que vous faites, c'est porter du buzz et apporter des propos diffamatoires. Ben allez-y, voilà. Portez des procédures si c'est de la diffamation. Alors, je vous rappelle que j'ai déposé plainte contre vous pour propos diffamatoires, et en plus, pour étayer justement moi mon dépôt de plainte, c'est très facile, il y a des statuts. Et ben voilà, c'est très bien, on verra la suite de l'affaire. Exactement, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. À l'avenir, si vous êtes engagé vraiment pour les Saint-Victoriens et les Saint-Victoriens, vraiment, engagez-vous, mais dans un vrai plan d'action. Pas faire du buzz, parce que le buzz que vous voulez faire, mais de quoi vous parlez là? Quel buzz? Ils seraient intéressés par vos côtés. Mais merci. Exposer les choses concrètement plutôt que de parler dans le vide. Là. Voilà, franchement. on va le soumettre à l'approbation. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent et ceux qui votent pour, c'est pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Alors, décision modificative numéro 3 du budget principal de la commune de Saint-Victoré pour l'année 2021. Monsieur le retard, je vous redonne la parole. Alors, décision modificative, c'est ce document. Et je pense, j'espère, que vous avez tous non seulement reçu, mais lu attentivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Dans ce document, il y a des recettes nouvelles en fonctionnement. Il y a des recettes nouvelles en fonctionnement que l'on peut voir à la page 17. Qu'est-ce qu'on voit en détail dans cette page 17? On voit que nous avons des recettes nouvelles pour, alors d'abord la première ligne, moins 150 000 € à la ligne 64-19. Il s'agit en fait d'un transfert, puisque ces 150 000 €, vous les retrouvez au 74 718, autre participation de l'État. En fait, c'est quoi? Ce sont les remboursements que nous avons de l'État pour les emplois aidés. Et il se trouve que jusqu'à présent, on les mettait fort naturellement dans la colonne remboursement de la rémunération des personnels. Ça paraissait naturel. Eh bien non. Le Trésor public nous a expliqué qu'il faut les mettre dans autre participation de l'État. Alors nous sommes disciplinés, c'est ce que nous faisons. Donc ces 150 000 €, on les enlève du 64-19 et on les met. Donc là, opération blanche, c'est zéro en termes de recettes nouvelles. En termes d'impôts et taxes, nous avons eu 170 401 € d'attribution de compensation de la métropole. Je rappelle ce que c'est. La métropole nous reverse un certain nombre de financements que nous touchions à l'époque quand on collectait la taxe professionnelle, mais comme on ne la collecte plus, pour compenser cette disparition, la métropole a pris à sa charge un certain nombre de compétences, mais ce qui reste, elle nous restitue, et cette année, elle va nous restituer 170 401 € de plus que prévu, et on le verra un peu plus loin dans le débat lié aux conventions de gestion sur l'éclairage public. Ça touche justement l'éclairage public. C'était une partie de ce que devait utiliser la métropole pour l'éclairage public. On verra que c'est un peu différé un peu plus tard, et du coup, ces 170 000 € qui ne seront pas dépassés nous reviennent. Ensuite, il y a un fonds de péréquation que nous avions estimé à 40 000 € parce qu'il était à 40 000 € en 2020, on n'a pas inventé quoi que ce soit, et finalement, il a été bien supérieur à ce que nous avions envisagé, puisque nous y ajoutons 85 000 €, ce qui fait un total de 256 000 €
au chapitre 73, qui sont les impôts et taxes, mais rassurez-vous, vous venez de l'entendre, il n'y a ni impôts ni taxes dans ce que je viens de vous indiquer. Ensuite, nous avons plus 130 000 euros de dotation et participation. En fait, ces 130 000 euros, c'est essentiellement les 150 000 euros qu'on a récupérés tout à l'heure, et on a eu moins 20 000 euros sur le FCTVA. Là aussi, nous avions fait une estimation qui ne sait pas les règles, mais bon, ça concerne 20 000 euros. Au global, donc, nous avons 236 100 euros de recettes supplémentaires en section de fonctionnement. Eh bien, vous allez voir, si on regarde les dépenses, que pour équilibrer ces nouvelles recettes, nous n'inscrivons pas en page 15 de nouvelles dépenses. Aucune dépense supplémentaire de fonctionnement, et l'intégralité de ces 236 000 euros, eh bien, nous les reversons dans ce qu'on appelle le virement à la section d'investissement, qui permet à la section de fonctionnement de financer la section d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc, cette dépense ne se fera pas en section de fonctionnement, sur notre train de vie, elle se fera essentiellement par le biais d'investissement. Et justement, c'est une excellente transition. J'y viens. Nous allons voir dans la section, en page 19, dans la section d'investissement, ce que nous trouvons. Alors, j'ai le détail ici. Au chapitre 20, c'est-à-dire 2051, nous rajoutons 8 550 euros. Il s'agit de logiciels supplémentaires que nous allons acheter pour le fonctionnement des services. Nous avons des dépenses nouvelles au travers du fonds de concours. C'est un complément que nous rajoutons sur la maîtrise d'ouvrage déléguée que nous avons obtenue de la métropole à hauteur de 32 100 euros. 5 000 euros de plantation des arbustes, 120 000 euros pour la salle polyvalente, 11 000 euros pour l'équipement du cimetière, c'est essentiellement l'équipement pour les, je regarde clair, pour les animaux. 120 000 euros, ben, en fait c'est ça, c'est le changement de compte. C'était au 21 311, on le passe au 21 318. La salle polyvalente, en fait la salle de visioconférence, vous savez que maintenant avec le Covid, il faut avoir une salle de visio, donc on équipe une salle de visio et on fait un transfert de compte. Donc ça fait plus 120 000, moins 120 000. On rajoute 40 000 euros de matériel divers, scénique, sonore pour l'Odéon, 280 000 euros d'acquisition foncière, 20 000 euros de mise en discrétion des réseaux, 25 000 euros de matériel de bureau, 20 000 euros de mobilier, etc. Et 61 000 euros, mais ça c'est pour le compte de tiers, de complément, Olivier, à la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les cas. Donc ça va. Ce sont les dépenses nouvelles que nous rajoutons en investissement et nous en rajoutons pour 523 885 euros. Vous allez dire, il en manque. Puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de seulement 236 000 euros. Eh bien, c'est parce qu'il y a aussi des recettes nouvelles en section d'investissement. Et nous y venons. Ces recettes nouvelles, ce sont, si jamais le détail, des subventions, on vient d'en parler, 59 000 euros pour la réhabilitation du commerce dans l'ancienne boucherie dans la maison de Maria, 165 500 euros de subventions pour l'acquisition de la maison Chesneau, l'ancienne maison où habitait la famille Vincent-Telly, soit 225 000 euros pour les subventions d'investissement, un transfert et une atténuation, je dirais, de 25 000 euros du FCTVA. Là aussi, il y avait eu une estimation un peu optimiste. Nous avons récupéré 26 550 euros dans le caution dans l'affaire Brooks. Nous récupérons également dans la métropole 61 235 euros, c'est le pendant de l'attribution de compensation que nous avons tout à l'heure, et on y ajoute les 236 100 euros d'autofinancement du fonctionnement, et ça équilibre bien pour le coup alors la section d'investissement à hauteur de 523 885 euros. Alors, l'essentiel de ces dépenses évidemment n'est pas encore engagé puisque nous venons de la voter, mais cela nous permettra de les mettre en crédit de report et de venir alimenter au moins le premier semestre 2022, puisque vous savez, les crédits d'investissement peuvent être parfaitement pluriannuels. C'est tout l'intérêt de ces crédits.
Voilà, monsieur le maire, je précise simplement qu'il va falloir le voter chapitre par chapitre et que donc nous aurons à faire au moins, alors il y a au moins 3 votes d'investissement. Voilà. Donc il faudra un vote, 1, 2, 3, 4 votes en section de fonctionnement et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 votes en section d'investissement. Donc c'est un petit marathon, si vous voulez. Allez. Donc en fonctionnement, chapitre 023, c'est le virement à la section d'investissement pour 236 100 €. Je mets à votre approbation ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent. Ok. En dépense, en recette cette fois-ci, au 013, moins 150 000 €. Je le mets à votre approbation ceux qui sont contre, Ceux qui s'abstiennent et ceux qui votent pour. Voilà. Ok, merci. Alors, au 73, 256 100 €. Je le mets à votre approbation ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont pour. Ok, merci. Et au 74, 130 000 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent pour. Merci. Voilà pour la section de fonctionnement. Nous passons maintenant à l'investissement. En dépense, chapitre 20, 8 550 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, et ceux qui sont pour. Merci. Au 204, 32 100 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Merci. Au 21, c'est le plus important évidemment puisque c'est les travaux, 422 000 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Merci. Et au 45, c'est-à-dire les opérations pour le compte de la métropole, 61 235 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont pour. Merci. En recette, les subventions au chapitre 13, 225 000 € de plus. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Ah non, attends, tu as noté? Oui, c'est la marque. Après, j'en ai fait le chapitre 10. Ceux de l'espoir est pour. Le chapitre 10, dotation et fonds divers et réserves, moins 25 000 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Merci. Récupération de la caution. Au chapitre 27, immobilisation financière, 26 550 C'est €. ceux qu'on récupère, ceux qui s'abstiennent. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Oui, on récupère une caution. Donc, Au chapitre 27, pour 26 550 €. Voilà. ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont pour, à l'unanimité. Chapitre 45, c'est le pendant de tout à l'heure, 61 235 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Merci. Et enfin, les 236 100 € que là on constate en recette d'investissement et qui était tout à l'heure un virement du fonctionnement au 021, donc 236 100 €. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Merci beaucoup. Voilà, c'est beaucoup plus Merci. amusant, chapitre par chapitre. On continue. Ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement pour l'année 2022. Monsieur Léotard, vous avez encore la parole. Alors, alors, cette année, exceptionnellement, nous ne voterons pas de budget. Alors, exceptionnellement, je pense que ça devait pas l'habitude. Nous ne voterons pas de budget en décembre et on le votera comme la plupart des communes au mois de mars. Pour autant, on avait pris l'habitude d'ouvrir des crédits. On avait pris l'habitude d'ouvrir des crédits dès le 1er janvier. C'était intéressant parce que ça nous permettait dès le 1er janvier d'envoyer avec des nouvelles réalisations, même si on a des crédits de report, c'était intéressant d'avoir cette possibilité, d'avoir le budget. Et finalement, bon, on s'aperçoit que
sur les conseils avisés de notre nouvelle directrice générale des services, que nous allons suivre, nous allons un peu changer de fusil d'épaule, et désormais, donc, plutôt que de voter le budget, on le votera quand même. Bien sûr, on débattra des orientations budgétaires, mais on ouvre un certain nombre de crédits par anticipation. On ouvre un intérêt. Et ces crédits doivent se faire suivant la règle suivante. En section de fonctionnement, la loi dit qu'on a d'emblée, au 1er janvier de l'année suivante, au moins les mêmes crédits que ceux qu'on avait ouverts l'année précédente. Donc ça, en termes de fonctionnement, on pourra fonctionner, payer les salaires, payer l'électricité, sans aucun problème, puisque même si on n'a pas voté de budget, il est dit que, par défaut, nous avons les mêmes crédits ouverts dans l'année qui vient que ceux que nous avons cette année. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Toutes les communes font comme ça, et nous aussi, on rentrera dans leur rang. Deuxième aspect, l'investissement. La règle dit que on peut utiliser, donc on peut ouvrir par anticipation une fraction des crédits qui avaient été ouverts dans l'année N-1, et je crois que c'est 25%. Donc, un quart de ce qui avait été ouvert en 2021 peut être ouvert par anticipation aujourd'hui pour le premier trimestre, on va dire, 2022. Et c'est ce que nous allons vous proposer au chapitre 20, qui sont les immobilisations incorporelles, on a vu tout à l'heure, les logiciels par exemple. On vous propose d'ouvrir 7137. Ah oui, le maximum effectivement c'est 7137,50 € et nous vous proposons d'en ouvrir 5 000. Pour les immobilisations corporelles, en gros les travaux, le maximum ce serait 1 819 795,74 € et on vous propose d'en ouvrir 1 785 000 répartis de la façon suivante. Plantation d'arbres et arbustes, 5 000 €. Bâtiments scolaires, études et travaux, évidemment, ça concernera l'école Carbonel, 750 000 €. 21 318, autres bâtiments publics, 850 000 €. Installation générale et agencement, 10 000 €. Autres constructions, 150 000. Matériel de bureau et informatique, 5 000. Mobilier, 5 000. Et autres immobilisations corporelles, 10 000. Ce qui fera au chapitre 21, 1 785 000, à concurrence donc des 1 819 795 qui nous étaient variables. Et pour les immobilisations en cours, c'est essentiellement, ça concerne des avances éventuelles, parce que quand vous passez un marché, même si les travaux sont pas faits, il y a certaines entreprises, et elles ont le droit de le faire, de vous réclamer un certain pourcentage en avance. Et bien pour faire face à ces demandes, nous, au chapitre 23, nous vous proposons d'ouvrir 50 000 € aujourd'hui au cours de cette délibération. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces ouvertures anticipées. Bien sûr, tous ces éléments seront réintégrés dans le cadre du débat d'orientation budgétaire que nous aurons pour voter notre budget. Et aujourd'hui, ça nous permettra de fonctionner sans avoir besoin d'attendre le vote du budget dès le 1er janvier 2022. Voilà. Très bien, M. Léotard. Oui, M. Gelsi. Juste une question concernant la ligne autres bâtiments publics, études et travaux. Donc il y a 850 000 €. Donc, vous en voulez le détail? Oui, c'est juste à titre informatif. Oui, non, je vous le donne. C'est 650 000 € pour le solde de la construction du centre technique municipal, dont nous avions ouvert quelques petits crédits sur 2021, mais ça payait surtout la maîtrise d'œuvre. Là, c'est le centre technique municipal qui va être déplacé de Cadencier au quartier à côté de l'Odéon, 650 000. Il y a 100 000 € qui sont prévus pour justement, et qui sont le pendant de la subvention dont je vous ai parlé tout à l'heure, à côté de la boucherie de Maria. On a acheté une maison, on va la réhabiliter, il y a 100 000 € pour ça. Et puis, une maison dont nous sommes propriétaires, là, qui donne sur les deux côtés, qui donne une partie sur la place de la République et une autre partie sur le parc de l'hôtel de ville. La maison 3D. Voilà, la maison 3D, où là aussi nous ouvrons 100 000 € de crédit. Il est tout à fait probable que les travaux démarrent au premier trimestre. Donc il faut absolument qu'on les ouvre dès aujourd'hui. Monsieur Terteau. Alors,
sur cette délibération, sur les bâtiments scolaires et études et travaux, je souhaite intervenir. Je vais être dans l'obligation même de porter un avis défavorable. Je tiens à rappeler qu'en tant qu'adjoint au maire, c'est pour ça que j'ai rendu même ma délégation, j'avais constaté certaines petites même grosses défaillances sur les procédures, et j'avais constaté d'appels d'offres pour ce marché qui n'ont pas été respectés, et moi-même et les services de marché public dont dépendait ma délégation ont été totalement mis à l'écart et court-circuités, je pourrais dire, un petit peu de tous les échanges avec, que ce soit des AMO, maîtres d'œuvre, etc. Alors, malheureusement, l'article 40 m'oblige de faire un signalement auprès du procureur de la République et du sous-préfet et du préfet. Et je laisserai bien sûr au procureur de la République, du préfet et du sous-préfet de juger par eux-mêmes s'il y a ou pas une prise illégale d'intérêt et corruption de marché public. Et je laisserai l'institution de faire son travail. C'est pour ça que je porterai un avis défavorable, surtout sur ce marché. Merci. On peut... Non, on peut peut-être avoir des précisions. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des précisions. Ouais. Alors, dans le cadre d'un marché public, nous sommes dans l'obligation, par exemple, comme sur le groupe scolaire Carbonel, nous avons fait appel, la commune a fait appel à un AMO, qui est une aide à main d'ouvrage, notamment, pour lancer ce marché, parce que la maîtrise d'œuvre est un pourcentage au montant du marché. La réhabilitation de tout groupe scolaire est sur un montant un peu plus, je crois, de 6 millions d'euros, et le maître d'œuvre est à 640 000 euros. Alors automatiquement, on fait appel à cet AMO pour nous monter un super cahier des charges, et après on met ça sur la plateforme, et automatiquement, après, les maîtres d'œuvre, là ça a été, on va dire, en collectif avec un groupement, devaient répondre. Et l'AMO était, on pourrait dire, de connivence avec le maître d'œuvre et la municipalité, ils étaient au courant, ils se connaissaient tous, et c'est de cette façon-là que le marché a été monté. J'avais soulevé, j'avais eu un entretien une fois avec M. le maire à son bureau, où j'avais dit on ferait appel à un AMO et il préférait un maître d'œuvre, et j'avais dit que le maître d'œuvre serait dans l'obligation de faire l'accueil comme tout le monde, d'aller répondre à ce marché. Et finalement, je préférais, la commission d'appel d'offres, malheureusement, a été dupée contre la légalité, parce que ce soit l'AMO, le maître d'œuvre qui a remporté le marché, qui est, je crois, SITB, avec un groupement, et la municipalité était, on va dire, un petit peu complice de cette opération. Voilà. Automatiquement, on a rompu un petit peu les règles d'impartialité et d'égalité entre les entreprises qui doivent répondre à ce marché. Voilà. Il y a eu plutôt, je pourrais dire, du favoritisme sur certaines structures. Voilà. C'est extrêmement grave ce que vous dites. C'est extrêmement grave, d'autant que ce marché a été publié, la commission s'est réunie et il y a eu de nombreuses offres. La commission d'appel d'offres a travaillé sur ce dossier de façon parfaitement transparente, vous y êtes d'ailleurs associé, et vous prétendez que le choix n'a pas été sincère, fair play, alors que nous avons choisi le moins de 10 ans, alors que nous avons choisi les gens qui alignaient les meilleures compétences, que le marché a été publié sur des journaux de marché public de diffusion nationale, et je ne comprends pas comment vous pouvez avancer des choses pareilles. Je ne comprends pas. Donc, c'est suffisamment grave. C'est des pièces qui ont été communiquées, donc j'ai les preuves matérielles. D'accord, je ne vais pas avancer quelque chose où je vais raconter n'importe quoi. J'ai des pièces matérielles qui démontrent bien qu'avant le lancement de ce marché, le titulaire du marché actuel avait la communication de toutes les pièces dans son intégralité du groupe scolaire Carbonel. Voilà. Des échanges de mails, etc. Je sais que c'est grave, mais le cas il est là. Après, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai vu, parce que j'avais été court-circuité à plusieurs reprises, je ne connais pas pourquoi. Après, automatiquement, je l'ai compris. Par contre,
si tout est clair, etc., il n'y a pas de souci. Moi, je fais mon travail d'élu, je transmettrai tout cela au préfet, au sous-préfet et au procureur de la République. Et après, si vous avez raison, et que les échanges qui ont été faits entre la municipalité, le cabinet du maire et ces gens-là étaient légaux, et que pourtant ils étaient faits largement avant le marché, on pourra dire que vous avez raison. Mais bon, ça m'étonnerait. Bon, écoutez. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Oui, tout à fait. Donc, on prend acte. On prend acte de vos accusations et on y répondra, vous croyez bien, et on attend les éléments que vous avez apportés. Très bien, donc je le mets à votre approbation. Ceux qui sont contre. Alors, on va peut-être voter, je pense. Non, c'est un vote global. C'est un vote global? Alors, un vote global. Okay. Alors, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent pour. Très bien. Approbation de l'avenant numéro 3 à la convention de gestion pour la gestion des garages publics de la commune de Saint-Victoré. Monsieur Bertucard, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Considérant qu'il convient d'approuver l'avenant numéro 3 à la convention de gestion entre la métropole et la commune de Saint-Victoré, car depuis le 1er janvier 2016, la métropole, établissement public de coopération intercommunale, EPCI, s'est substitué de plein droit aux 6 anciens EPCI fusionnés, conformément aux dispositions de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe. Ainsi, la métropole Aix-Marseille exerce depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article L. 5217-2, paragraphe L du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, en application de cet article, de l'article L. 5218-2, paragraphe L du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au paragraphe L de l'article L. 5217-2, qui n'avaient pas été transférées aux 6 anciennes EPCI fusionnées au sein de la métropole. L'article L. 5218-2, paragraphe L du CGCT, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018, la métropole exerce les compétences prévues par l'article, paragraphe L de l'article L. 5217-2 du CGCT, que les communes n'avaient pas transféré à leur ancienne EPCI d'appartenance. Conformément aux dispositions de l'article L. 5217-2 du CGCT, la métropole étant l'autorité compétente, a décidé en accord avec la commune, dans un objectif de continuité et d'exercice de proximité, des compétences concernées, que la commune exerce pour son compte, la compétence, et ce, en application de l'article L. 5215-27 du CGCT. Ainsi, par délibération numéro FAG 014 5973 19 CM du 16 mai 2019, la métropole a délégué par convention la gestion, par convention de gestion, la conduite opérationnelle des actions relatives à l'éclairage public à la commune de Saint-Victoré, qui détenait toutes les ressources et toute l'expertise nécessaire afin d'assurer la continuité de l'action publique jusqu'au 31 décembre 2019. La convention a été prolongée par avenant. Aussi, aujourd'hui, afin d'assurer la continuité de l'exercice de la compétence et une gestion de proximité, il est proposé de prolonger d'1 an la durée des conventions de gestion sans préjudice des évolutions législatives à venir, à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois. Ainsi, il est proposé d'approuver cet avenant numéro 3 à la convention de gestion de la commune de Saint-Victoré. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 3 à la convention de gestion entre la métropole et la commune de Saint-Victoré, tel qu'annexé à la présente. Très bien, M. Bertucard, je le soumets à votre... Oui.
Ouais, je le soumets à votre approbation. C'est une question. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. Alors je présume que cette délégation d'éclairage public ne concerne pas la décoration de Noël. Bien entendu. L'année dernière, vous avez communiqué que la prestation de décoration faite par les entreprises extérieures avait un coût de 75 000 €. Et cette année, aucun renseignement n'a été apporté sur cet engagement financier. Merci. C'est un suivi, ça. Oui, ça ne concerne pas l'éclairage public, ça. Donc, je le soumets à votre approbation. Est-ce qu'ils sont pour? Je vais juste avoir quelques précisions. Si la commission sectorielle est concernée, dans un courrier que le préfet des Bouches-du-Rhône avait demandé à la présidente de la métropole d'Aix-en-Provence, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, excusez-moi, de récupérer les compétences illégalement déléguées. Ce courrier qui a été envoyé le 5 février 2021, le préfet a demandé à la présidente de se mettre en conformité avec la loi, à savoir de retirer dans le plus bref délai ces conventions de gestion au profit des communes. Le préfet avait constaté que la métropole se déchargeait de ses compétences, notamment relatives à la défense extérieure contre les incendies, l'eau pluviale, au tourisme, parcs, aires de stationnement, les zones d'activité et aux éclairages publics. Un recours qui ne doit avoir que caractère transitoire d'une durée de 1 an et non d'utilisation de ne pas être massif. C'est ce qu'a rappelé monsieur le préfet, monsieur Christophe Mirman. Merci. Bon, je le soumets à votre approbation. Je le soumets à votre... Ceux qui sont pour, donc prolongation d'un an. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Je vous remercie. Approbation de l'avenant numéro 2 à la convention de maîtrise d'ouvrage délégué entre la métropole et la communauté Saint-Victoré pour les opérations d'éclairage public. Monsieur Patrick Dupuis, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. C'est encore de l'éclairage public. La métropole Aix-Marseille-Provence exerce, à compter de sa création le 1er janvier 2016, les compétences de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. À ce titre, elle exerce sur le périmètre du territoire de Marseille et Provence les compétences transférées par les communes et notamment la compétence création, aménagement et entretien de voirie. Une convention de gestion a été conclue entre la métropole et la commune de Saint-Victoré pour les opérations de fonctionnement et de grosses réparations. Dans le même esprit et pour un souci de conduite optimale des opérations lancées avant le transfert, il est apparu souhaitable que les communes poursuivent l'accompagnement de certaines opérations d'investissement. À cette fin, les articles L 24 22-5 à -11 du livre 4 du Code de la commande publique permettent au maître d'ouvrage de confier par convention de mandat certaines des attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage de la métropole à une commune membre. Dans ce cadre, le conseil municipal a, lors de sa séance du 25 septembre 2019, autorisé la commune d'une convention, autorisé la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la métropole et la commune de Saint-Victoré pour des opérations d'éclairage public. Un précédent avenant numéro 1 a été adopté par délibération en date du 19 décembre 2019 qui a modifié le montant prévisionnel des dépenses en l'augmentant à hauteur de 1 613 765 €. Le présent avenant numéro 2 a pour objet de modifier la convention en limitant une nouvelle fois l'enveloppe financière des travaux qui est mentionnée seulement aux opérations déjà réalisées, soit 725 €. Il est proposé de modifier les annexes 1, 2 et 3 conformément aux rectifications faites dans l'avenant 6 juin en annexe. Il convient de proposer au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint-Victoré. Merci. Je soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Merci beaucoup. Approbation de la convention du fameux concours pour les opérations d'éclairage public entre la métropole et la commune de Saint-Victoré. Monsieur Di Marie, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire.
Donc c'est dans la suite des deux précédentes délibérations. Alors la métropole Aix-Marseille-Provence exerce à compter de sa création le 1er janvier 2016 les compétences de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Je vous épargnerai les 4 prochains paragraphes qui sont exactement les mêmes que la précédente. Donc, ainsi, une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée a été conclue entre la métropole et la commune de Saint-Victoré pour les opérations d'éclairage public réalisées sur le territoire de la commune. Ces travaux concernent la rénovation du parc d'éclairage public de la commune et la mise en discrétion des réseaux. En application des dispositions combinées des articles L5215-26 et L5217-7 du Code général des collectivités territoriales, les fonds de concours peuvent être versés entre une métropole et ses communes membres pour financer la réalisation d'un équipement après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil métropolitain et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours. Ainsi, la métropole a sollicité, sur la base de ces dispositions, une participation financière de la commune de Saint-Victoré. En conséquence, et pour acter cet accord financier, les parties se sont accordées sur les termes de la convention présentée ci-après. Ces modalités financières viennent compléter la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée passée entre la commune de Saint-Victoré et la métropole Aix-Marseille-Provence pour l'exécution de l'opération de rénovation du parc d'éclairage public de la commune, comprenant la mise en discrétion des réseaux. La participation de la commune s'élèvera à 50% du coût total de l'opération hors taxe définie à l'article 2.1 et dans la limite de 302 083 €. Ce montant de fonds de concours prévisionnel constitue le plafond du fonds de concours pour lequel la commune de Saint-Victoré s'engage envers la métropole Aix-Marseille-Provence. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'approuver la convention de fonds de concours pour des opérations d'éclairage public entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint-Victoré telle qu'annexée à la présente. D'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 204 du budget. Merci. Je le soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Merci beaucoup. Approbation du principe de délégation de services publics et de gestion et d'exploitation du centre de loisirs sans hébergement et d'accueil périscolaire. Madame Notorloche, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Il est envisagé, selon 2 variantes, de changer le mode de gestion du centre de loisirs sans hébergement et de l'accueil périscolaire en gestion déléguée avec une signature d'une convention de délégation de services publics pour une mise en œuvre à compter du 2e semestre 2022 pour une durée de 5 ans. L'intérêt du recours à la DSP est de confier à un prestataire externe une activité nécessitant un savoir-faire particulier et une technicité pointue. L'intérêt est également lié à une volonté de la collectivité d'offrir aux enfants une prestation toujours plus qualitative dans la contrainte du budget alloué. Dans cette optique, il est donc pertinent de solliciter les professionnels du secteur pour pouvoir comparer la qualité du projet et des prestations actuelles avec ce qui pourrait exister si ces prestations étaient confiées à un professionnel reconnu du secteur de l'animation. Le périmètre de la délégation portera donc sur l'organisation, la gestion et l'animation selon les normes légales et réglementaires en vigueur, selon 2 variantes définies comme telles. Variante 1. De l'accueil de loisirs extrascolaires du mercredi et sur les périodes de vacances scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans. Des stages multisports pour les 12-17 ans, une semaine en juillet, une semaine en août. Variante 2. De l'accueil de loisirs périscolaires les matins et soirs au groupe scolaire Carbonel et Cocteau pour les enfants scolarisés à l'école élémentaire, soit du CP au CM2, et la garderie du soir de 16h à 16h30, et du temps méridien de 12h à 13h20. De l'accueil de loisirs extrascolaires du mercredi et sur les périodes scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans,
et des stages multisports pour les enfants de 12 à 17 ans, une semaine en juillet, une semaine en août. Le délégataire sera seul responsable de l'engagement du personnel affecté à l'exploitation du service et au strict respect de la réglementation en matière d'encadrement. Il est tenu au respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur en matière de législation sociale. La liste du personnel municipal assurant les 10 services à ce jour sera fournie aux candidats afin que le titulaire assure la reprise du personnel selon les dispositions du Code du travail. Principe de la délégation. L'exploitation des installations du centre de loisirs sans hébergement sera confiée à un délégataire dont il devra assumer les charges inhérentes au fonctionnement du service public, notamment celles relatives au personnel, ainsi que l'entretien courant des espaces mis à disposition. La commune conservera à sa charge les frais de maintenance. Le futur délégataire tirera sa rémunération des recettes qu'il est autorisé à percevoir des usagers. Celle-ci constitue une part substantielle de sa rémunération. Il pourra également prétendre au versement de prestations sociales, CAF, MSA, département. La maîtrise des tarifs reste du domaine de la collectivité, selon les barèmes de coûts établis par la CAF. À ce titre, la commune indemnisera le délégataire afin de compenser les obligations de service public qu'elle lui impose. Cette indemnité ne pourra en aucun cas constituer une subvention d'équilibre. Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire. La commune met à disposition du délégataire des équipements suivants affectés au service public. Variante 1. Mise à disposition du centre de loisirs Bernadette et Georges Bourg, à l'exclusion des bureaux du service scolaire, de la cuisine et de la salle polyvalente. Variante 2. Mise à disposition du centre de loisirs Bernadette et Georges Bourg, à l'exclusion des bureaux du service scolaire, la cuisine et la salle polyvalente. Activités périscolaires du matin et soir au groupe scolaire Carbonel, salle polyvalente ou cours d'école. Activités périscolaires du temps méridien au groupe scolaire Porto, hall d'accueil, cours d'école. Cette mise à disposition sera consentie à titre gracieux. Elle est exclusivement consacrée à la gestion du service public délégué. Les équipements ne sauraient être utilisés à d'autres fins. Un inventaire quantitatif et qualitatif sera établi lors de la remise des locaux, du matériel et du mobilier qui sera annexé au contrat de délégation. Le délégataire devra gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et de la commune en garantissant le caractère laïque et ludique des actions de loisirs menées et en respectant les obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine préventive. Il devra maintenir en bon état de conservation le patrimoine immobilier et mobilier mis à sa disposition par la collectivité. La procédure de délégation de service public. Cette procédure est définie par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Elle impose des modalités de mise en concurrence. Le choix des entreprises admises à remettre une offre est assuré par la commission des délégations de services publics. À l'issue de la remise des offres, la commission des délégations de services publics émet un avis et Monsieur le maire invite une ou plusieurs entreprises admises à remettre une offre à négocier. À l'issue des négociations, Monsieur le maire soumet à votre approbation le choix du lauréat et le contrat de délégation de services publics finalisé. Il convient de proposer au conseil municipal approuver le principe de la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du centre de loisirs sans hébergement et de l'accueil périscolaire, d'autoriser Monsieur le maire à engager la procédure de mise en concurrence et de dévolution du contrat de délégation de services publics, et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier. Merci. Monsieur Jessie.
Oui, il y a sur la forme et sur le fond, il y a des choses qui me choquent un peu, donc je vais les exprimer. Puisqu'en fait, vous ne présentez, alors la délibération est assez longue, mais en fait, vous ne présentez aucune étude comparative, ce qui nous permette d'apprécier quoi que ce soit, entre cette gestion déléguée et la gestion directe actuelle. Vous dites, je vous cite dans la Libération, dans cette optique, il est donc pertinent de solliciter les professionnels du secteur pour pouvoir comparer le projet actuel avec ce qui pourrait exister si ces prestations étaient confiées à un professionnel. Mais je n'ai pas vu de comparaison. Où est le résultat de votre analyse? Où sont les chiffres? Vous n'expliquez rien dans la délibération. C'est une succession d'affirmations. Vous demandez en fait de déléguer toutes ces études du choix du partenaire. Et en fait, il faut que l'on vous croie sur parole. C'est comme un blanc-seing sur vos futurs choix, sans aucun droit de regard, puisque d'ores et déjà, nous validons la délibération. Alors, sur le fond, nous constatons quand même aussi un démantèlement du service public actuel de la commune, puisque ce n'est pas la première DSP. L'appel au privé dans la prestation de services publics, faire faire plutôt que faire, souvent est présenté comme une source d'économie budgétaire et d'efficacité. Mais en réalité, c'est une réponse à une insuffisance structurelle. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, assez souvent, vous ne faites pas de gras en parlant du personnel. Donc chacun jugera de cette formule. L'externalisation peut poser la question de la perte d'autonomie de service public, externalisation non maîtrisée avec dégradation de la qualité, ça arrive assez souvent. Il n'est pas non plus exempt de risque, défaillance du prestataire, problème de sécurité, dépendance, perte de contrôle ou de savoir-faire vis-à-vis du prestataire extérieur, car évidemment, le partenaire aura aussi toujours dans son prix une ligne dédiée au profit. Et dans ce cas-là, nous parlons de nos enfants. Mais comme vous ne présentez aucun chiffre, nous n'avons aucun moyen de vérifier votre théorie pour valider cette DSP. Donc il s'agirait d'un coup de baguette magique en quelque sorte qui peut vous mettre à l'abri des risques potentiels de mauvaise gestion et aussi du turnover des personnels, mais là dont vous êtes vous-même quand même largement responsable à l'origine. Je n'ai vu aucune démonstration balance bénéfice-risque, pour reprendre une formule à la mode. Ça n'apparaît pas dans votre synthèse. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés et comment cette solution va y remédier? Quel est le coût final de tout cela? Quelles conséquences sur les agents municipaux? Là, pour moi, mystère. Écoutez, pour moi, je vous demande en fait un report de cette délibération et la création d'une commission chargée de réaliser l'étude qui, pour moi, n'apparaît pas ici dans cette délibération. Voilà. Merci de votre attention. Bon. Je vais peut-être dire un petit mot. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques temps de ça, nous avions décidé de lancer la délégation du service public de la pêche. C'est vrai que, quoi qu'on en dise, Saint-Victoré reste une petite commune. Une petite commune dans laquelle il est difficile d'avoir en interne l'ensemble des compétences pour un service aussi complexe. Que ce soit un service de crèche ou un service lié à un centre aéré, dans les dimensions et dans la proposition que nous faisons à nos concitoyens, parce que nous avons un équipement qui est effectivement très largement dimensionné et qui permet d'accueillir des activités qui aujourd'hui, très variées, et qui aujourd'hui serait, cette mise à disposition d'équipement serait démultipliée par un prestataire qui aurait une assise bien supérieure à la nôtre, en tout cas nous l'espérons. Par exemple, je ne cite que la crèche, l'entreprise qui intervient sur Saint-Victoré est une entreprise qui intervient au niveau national. Et effectivement, ils ont des compétences en matière de diététicienne, en matière de psychologue, en matière de compétences que nous ne pourrions pas mobiliser dans la commune s'il fallait recruter une diététicienne, une psychologue, une psychomotrice, etc. Toutes sortes de professionnels qui interviennent dans cette crèche aujourd'hui et que nous n'aurions pas les moyens, effectivement, de recruter parce que nous n'aurions tout simplement pas les moyens de les occuper à temps plein. Eh bien, c'est un peu le même principe dans cette délégation de services publics qu'on vous propose aujourd'hui. C'est de s'associer les services
d'un professionnel qui a une assise bien supérieure à la nôtre en matière de savoir-faire, de volume d'activité, et qui pourra venir nous apporter toutes ces compétences qui aujourd'hui, compte tenu de la taille modeste de notre commune, nous échappent. Donc, ça c'est pour l'aspect opportunité. Quant à l'aspect transparence du choix, on vient de le rappeler, il y a une commission de délégation des services publics qui va recevoir des offres, qui va les examiner, qui va challenger, comme on dit en bon français, l'ensemble des personnes qui vont soumettre une offre. Et donc, à ce titre, le contrat de choix sera parfaitement respecté et nous aurons toute possibilité en tant qu'assemblée délibérante, mais également en tant que membre pour ceux d'entre nous qui y participent, de la commission chargée de la déléguation des services publics, de poser toutes les questions et de demander toutes les précisions que nous demanderons. Aujourd'hui, c'est un point de départ de principe qui vous est proposé. Et c'est le début d'une procédure qui va être parfaitement contradictoire et qui va être parfaitement transparente. Donc ne vous inquiétez pas, M. Gelsi, nous aurons l'occasion de délibérer sur eux. Et nous avons encore aujourd'hui toute l'opportunité de dire, eh bien, cette DSP, nous ne la voulons pas. Parce que si nous ne trouvons pas d'offres qui sont satisfaisantes, eh bien, évidemment, on ne demandera pas à un prestataire extérieur de faire quelque chose qui ne nous satisfait pas. Donc voilà, on aura largement l'occasion d'en rediscuter. Aujourd'hui, c'est le point de départ de principe, encore une fois, sur les bases que nous vous proposons. Et évidemment, à ce stade, elle manque de détails, mais je pense que quand nous aurons à choisir l'entreprise qui assumera, ou l'entreprise ou l'association, quelle que soit la forme, qui assumera ce service public, nous aurons toutes les précisions que nous souhaiterons avoir. Et si nous ne les avons pas, nous pourrons même les réclamer. Voilà. Je le soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Merci beaucoup. Création d'un poste permanent de responsable administratif. Madame Campanella, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Création d'un poste permanent de responsable administratif. Considérant le tableau des effectifs actuels, considérant que les besoins des services communaux nécessitent la création d'un emploi permanent afin d'assurer les missions de participation à la préparation des délibérations au secrétariat des conseils d'administration, participation à la préparation des décisions budgétaires et au suivi de l'exécution comptable, suivi et coordination des interventions logistiques et de la maintenance des locaux, gestion et suivi des demandes d'aide sociale, continuité des services et d'encadrement, accueil, transport, aide à la personne, secrétariat général. Il convient de proposer au conseil municipal créer un emploi de responsable administratif à temps complet à hauteur de 35 heures hebdomadaires. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des rédactions territoriaux au grade de rédacteur territorial, relevant à la catégorie hiérarchique B de la filière administrative. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse du candidat statutaire et pour les besoins de continuité du service, cet emploi pourra être pourvu à un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3 et suivant de la loi du 26 janvier 1984 précitée. L'agent contractuel devra justifier de la possession d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle correspondant aux missions confiées. Sa rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie B par référence de la grille indiciaire du grade de recrutement. Insérer la création du poste permanent dans le cadre des effectifs mise à jour ce jour dans la filière administrative au grade de rédacteur territorial de catégorie B, ce qui porte au nombre de 5 postes ouverts à temps complet dans les effectifs budgétaires. Voilà.
Monsieur Lamarck. Alors, cette délibération évoque l'emploi et la rémunération de 5 nouveaux agents. Pour rappel. Non. Un seul. D'un seul agent. Pour rappel, au cours du conseil municipal du 14-11-2021, pour les élus avec délégation, vous n'avez pas oublié de vous faire voter une augmentation de vos indemnités. Pour le personnel actuellement en place, avec une année sous contrainte de Covid, est-il prévu, au vu de l'engagement de l'ensemble du personnel, une prime de Noël ou de fin d'année? Monsieur Géti, vous n'avez pas la communauté de communes. Oui, c'est juste quelques précisions que je vous demande, là, pas de critique. L'agent contractuel devra justifier de la possession d'un diplôme. Là. Il s'agit de quoi, si vous pouvez nous dire quel type de diplôme? Puis ensuite, si vous voulez, quand il y a... c'est une création de poste, en fait. Donc on se demande toujours comment vous faisiez avant, ou alors qu'est-ce qu'il justifie, est-ce qu'il y a des besoins nouveaux, ou est-ce que c'est de la mise en conformité par rapport à un poste qui aurait dû être occupé et qui ne l'est pas. Voilà, merci. Oui, ben c'est plutôt effectivement la régularisation d'une situation qui commence à perdurer et qu'on veut pérenniser, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est une personne qui est là depuis quelque temps et qui fait parfaitement son travail. Et aujourd'hui, il est temps de lui proposer un emploi beaucoup plus stable. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. C'est dans cet esprit-là. Oui, d'accord. Donc je le soumets à votre approbation. Ce qui sont pour l'unanimité, je vous remercie. Et après, il s'agit de la signature d'une convention relative à la classe de cadet de la sécurité civile. Monsieur Bertuca, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Cette convention a pour objectifs principaux de favoriser une culture de la sécurité civile, de sensibiliser au comportement de prévention, de développer un sens civique chez les jeunes élèves, reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des exercices d'évacuation ou de confinement, les TPMS, et de favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile. Cela concerne des élèves de collège âgés au minimum de 11 ans sur la base du volontariat avec l'accord de leurs parents. Le groupe sera composé de 16 élèves avec une juste équilibre filles-garçons. La constitution du groupe se fait en coordination entre le chef d'établissement du collège Jacques Prévert et le personnel du SDIS et encadré par une équipe d'enseignants aux côtés du personnel du SDIS. Les engagements tripartis sont pris par chaque signataire, le collège Jacques Prévert, le SDIS 13 et la commune de Saint-Victor. La commune s'engage à être l'interlocuteur du directeur du SDIS ou de son représentant, ainsi que celui de monsieur le principal du collège Jacques Prévert, pour tout ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de la Convention, ainsi que la mise à disposition des moyens de transport, la logistique et autres à titre gracieux. La Convention sera signée pour l'année scolaire 2021-2022. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sur une période maximum de 5 ans. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'autoriser la signature de la présente convention et de préciser que les crédits seront inscrits au budget communal. Merci, M. Bertuca. Je vous soumets à votre approbation. Ce qui sont pour à l'unanimité. Je vous remercie. Il y a eu deux questions écrites de M. Lamarck et de M. Gelsi. Donc, M. Gelsi, je vous donne la parole pour votre question. Merci. Donc, comme tous les Saint-Victoriens, là, on a constaté le début des travaux d'extension du musée de l'aviation. Il n'y a pas que ça, hein. Tous les Saint-Victoriens, ils voient qu'il y a beaucoup de travaux. Oui. Non, mais je vous parle de... précisément, je vous parle de celui-là uniquement, là, ce soir. Là. Donc, vous venez d'ailleurs de faire la promotion sur le site Facebook de la ville.
Et n'y voyez aucune attaque perfide de ma part, hein, c'est juste à titre informatif pour de la transparence. Nous roulons donc notre question orale déjà faite il y a un an, hein, pratiquement, lors du conseil municipal du 28 janvier, à laquelle, M. Léotard, vous aviez déclaré ne pas être en mesure d'y répondre. Hein. Nous savons que ce projet a déjà coûté plus de 400 000 € directement aux contribuables, hein, montant cumulant l'acquisition, démolition des maisons ainsi que le déplacement des arbres. Nous demandons à avoir connaissance du plan de financement exact de ce projet d'extension, précisant son coût total prévu ainsi que les subventions demandées et celles obtenues à ce jour, et tout autre financement d'État et bien sûr le montant du reste à charge pour la commune. Nous demandons que soient précisés les frais de cabinet d'études et que soient joints les plans d'architecte, factures, ainsi de suite, pour un minimum de transparence. Qu'une administration n'entame des travaux sans avoir préalablement bouclé son budget. Concernant le toit amianté du musée de l'aviation, il y a un an, les démarches étaient en cours, selon vos propres mots, lors de ce conseil du 28 janvier. Nous réclamons copie du diagnostic établi le 14 octobre 2020, décelant des plaques d'amiante, ainsi que la copie du rapport de la commission de sécurité, intervenu le 26 juin 2014. Nous réitérons notre question posée en janvier. Quel est l'état précis? Où en sont les études de désamiantage? Y a-t-il une proposition de désamiantage envisagée à ce stade et pour quel montant? Est-ce que ce désamiantage fait partie du budget global des travaux, sachant que c'est une opération délicate et onéreuse? Et pour finir également, qu'en est-il de la conformité aux normes électriques du bâtiment existant, puisque, on l'a appris, il ne serait pas adéquat pour un ERP? Voilà, merci de me répondre. Alors, je réponds donc à votre question. Effectivement, vous êtes extrêmement bien renseigné, mais ça ne m'étonne pas, puisque vous êtes un élu du conseil municipal. Et ce projet a déjà coûté autour de 400 000 €, à savoir 340 000 € pour l'acquisition foncière, 53 340 € pour la démolition des deux maisons. Il y a eu le transfert des platanes, mais là, bon, je veux dire, aujourd'hui, là où ils sont beaucoup mieux que là où ils étaient auparavant. Ici, ils abritaient quelques voitures de temps en temps. Là où ils ont été installés, ils vont participer à l'ombrage d'une aire familiale qui sera mise à disposition des Saint-Victoriens. Donc, bon, vous voulez le raccrocher au coût du musée. Moi, j'y vois plutôt la mise à disposition d'une aire familiale, ce qui est un autre projet. Mais soit, admettons. Et on y ajoute 37 300 € de maîtrise d'œuvre, ce qui fait, effectivement, vous avez raison, à peine plus de 400 000 €. Il faudra y rajouter 800, un peu plus de 800 000 €, 856 000 à ce stade, euros hors taxe de travaux, et nous arrivons à un montant global de 1 million tout compris, auquel il faut rajouter les 340 000 € de terrain. Alors, à ce jour, nous avons obtenu donc 1 340 000 €, quelques euros. Nous avons obtenu une réserve parlementaire à hauteur de 50 000 €. Nous avons obtenu le fonds départemental à hauteur de 300 000 €. Et nous avons un plan de financement de 550 000 €. Donc il manque 200 000 € qui sont aujourd'hui en cours d'instruction dans un autre organisme. Je vais l'appeler comme ça parce que je ne vous donnerai pas le nom ici, parce que si je vous dis après de qui nous avons demandé ces 200 000 €, vous allez vous empresser de leur écrire en disant qu'à Saint-Victoré, on est tous des gens malhonnêtes et qu'il ne faut surtout pas nous aider à développer ce, comme d'ailleurs vous l'avez fait quand on a voulu se jumeler, vous avez même écrit au maire italien en lui disant qu'on n'est pas des gens fréquentables. Quand le conseil départemental avait voulu faire notre bref. Donc, je ne vous dirai pas auprès de qui nous avons demandé le reste de l'argent, de peur que vous leur écriviez et que vous les dissuadiez de nous aider. Bon. Mais quand ça sera fait, une fois que ce sera verrouillé, ça ne devrait pas tarder, je vous promets, je vais vous le dire, sachez qu'il y a 200 000 € en jeu. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'accessibilité aux documents auxquels vous faites allusion, à savoir le résultat de l'analyse d'amiante et le résultat de la commission de sécurité, ils sont à votre disposition. Je vous l'avais déjà dit,
Il vous suffit de prendre rendez-vous avec la Direction Générale des Services, vous venez, vous les consultez, ils sont à votre disposition, on vous les laissera au moins 1 heure si vous souhaitez, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci de ce côté-là pour ce qui est de ces documents, notamment le désamiantage, qui effectivement a constaté que l'ancienne, elle était relativement ancienne, mais elle est en bon état, toiture de ce bâtiment contient de l'amiante. Alors, on a déjà engagé sur la commune, puisqu'il y a quelques bâtiments qui contenaient de l'amiante, on a engagé le désamiantage du centre technique municipal, on a engagé le désamiantage de l'école Carbonel, puisqu'on allait faire des travaux. On aurait pu éviter de le faire, mais on a préféré faire un désamiantage. Ce toit du musée actuel est en bon état, il ne fuit pas. Et nous n'avons pas besoin d'intervenir pour des réparations. Donc, le désamiantage de ce toit, qui est parfaitement isolé du public, puisqu'il c'est le toit, et rien ne nous oblige, ni sur le plan réglementaire, ni sur le plan sanitaire, à le désamianter tout de suite, ne nécessite pas d'intervention particulière. Donc nous allons le programmer dès que ce sera possible, et pour cela nous allons demander des subventions, évidemment, pour procéder au désamiantage de ce toit, qui, encore une fois, aujourd'hui ne pose pas de problème. Et donc, ce désamiantage ne fera pas partie des travaux d'extension qui sont aujourd'hui prévus et que je viens de vous détailler. Quant à la commission de sécurité, elle est intervenue le 26 juin 2014. Le bâtiment est classé en catégorie 5 type Y, pour être précis. Et les commissions de contrôle de sécurité pour les ERP de 5e catégorie, sans locaux de sommeil, ne sont pas soumis ni à des visites périodiques, ni à des visites d'ouverture, mais peuvent être contrôlés à la demande de M. le maire, ce qu'il fera quand l'extension sera achevée. En ce qui concerne donc ce toit, nous le programmerons après avoir obtenu des subventions pour le désamianter. Voilà. Tout ça, évidemment, est parfaitement consultable par vos soins. Il suffit de venir vous déplacer en mairie et tous les documents, on prend rendez-vous, vous nous prévenez quelques jours à l'avance et vous pourrez venir consulter tout ce que vous voulez. Voilà. Monsieur Lamar. Alors, l'article L762-1 du Code du travail prévoit que tout contrat conclu avec un artiste du spectacle, moyennant rémunération, est présumé être un contrat de travail. Au vu des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les contrats d'engagement financier entre la mairie et les artistes, dans le cadre des prestations fournies en plein air ou au sein de la salle Odéon, devrait être aussi publié. Alors, nous ne traitons pas directement avec les artistes. Une fois, ça nous arrivait, je crois, pour une intervention qui était intervenue en milieu scolaire, où nous avons été les employeurs directs. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. On peut, comme ce sont des intermittents du spectacle, on peut leur établir une sorte de feuille de paye. Ce jour-là, ils viennent, ils travaillent 1 heure, etc. Ce n'est pas l'option qui est retenue ni par la commune, ni par nombre de communes. Ce que nous faisons, nous, à Saint-Victoré, c'est que nous passons directement avec les sociétés de production qui ont l'exclusivité de ces artistes. Et donc, nous passons des contrats. Et effectivement, vous l'avez noté, les articles L21, 22-22 et 23 du CGCT disent que toutes les décisions prises par M. le maire doivent être publiées. D'ailleurs, en début de conseil, il vous en a rapporté 3 qu'il avait prises depuis la dernière fois. Ensuite, elles sont affichées sur la vitrine qu'on a dû déplacer à cause des travaux. Et enfin, elles font partie d'un recueil administratif qui est tout aussi consultable. Il suffit que vous en fassiez la demande, vous venez, les registres sont ouverts et vous les consultez. Donc, sur ce plan-là, nous ne sommes pas obligés de faire une feuille de paie à Mme Sylvie Vartan ou à M. Arnaud Macias. On peut parfaitement passer par les maisons de production. C'est parfaitement prévu par l'article R2122-3 du Code de la commande publique qui dit que un acheteur public, c'est-à-dire on peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des fournitures de services qui peuvent être fournies par un opérateur économique déterminé dans le cadre de l'acquisition d'une performance artistique ou l'existence de droits d'exclusivité, notamment les droits d'auteur. Et c'est ce qui nous concerne, c'est que dans ce cas-là, on passe par la maison de production qui a un droit exclusif. C'est-à-dire que
si en matière d'œuvre artistique, si l'œuvre existe déjà, et c'est le cas, les chanteurs que nous invitons ont leur programme, ont leur spécificité, ont leur œuvre. Si vous achetez une œuvre existante, vous n'êtes pas tenu de faire une mise en concurrence, c'est compliqué. Si vous voulez un artiste donné, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de le dire. Si une œuvre existe, c'est cette œuvre-là que vous devez acheter en négociant. Par exemple, si Monsieur le maire, vous aviez envie d'acheter la statue équestre de Napoléon dont la ville de Rouen ne veut plus, vous n'êtes pas tenu de mettre cette demande en concurrence. Vous traitez directement avec Monsieur le maire de Rouen pour qu'il vous vende cette statue équestre. Mais je pense que les Ukrainiens ils sont revenus sur leur décision. En revanche, si vous vouliez une nouvelle création, par exemple une statue équestre, avec l'un d'entre nous, M. Lamarck, par exemple, sur la place du village de Saint-Victorin, vous devriez lancer un concours d'artistes pour qu'ils vous proposent des projets de cette statue équestre, qui pour le coup n'existe pas encore, à moins que je me trompe. Non. Donc voilà, c'est le principe un artiste existe, il a une œuvre, on négocie avec lui ou avec sa maison de production. Une œuvre n'existe pas, une fresque, etc. On lance un concours d'artistes et là, il y a une mise en concurrence. Voilà. C'est le sens de ma réponse. Donc, oui, nous passons par les maisons de production, en vertu de la règle que je viens de vous indiquer, et deux, toutes les décisions du maire et les contrats afférents à ces prestations sont parfaitement consultables, soit pendant le conseil, soit affichées, soit sur rendez-vous dans le registre municipal. Voilà, vous avez trois façons d'y avoir accès, c'est vous qui choisissez. D'accord. Les contrats sont affichés, donc le prix des contrats sont affichés. Ça fait partie de la délibération, de la décision. De la décision, d'accord. C'est marqué sur les villes voisines, par exemple, pour Marignane, vous avez le même panneau que chez vous, ici, chez nous, et vous avez par exemple le contrat avec un ZAD 5 000 €, et c'est tellement. Ça ne passe pas, quoi. Ça doit être affiché. Les décisions sont affichées. Et puis si jamais elles. Par contre, elles sont affichées que pendant un certain temps, je crois que c'est 20 jours, quelque chose comme ça. Si au bout de 20 jours, vous les avez ratés, vous avez encore la possibilité de venir les consulter ici dans les registres des administrations. Vous en faites la demande, on vous ouvre les registres, parce qu'ils ne sont pas affichés indéfiniment. Voilà. Alors, avant de vous donner la séance, je voudrais vous donner quelques informations. Le 20 décembre, il y aura la distribution du colis de Noël des seniors. Donc, à la salle Huguette Léotard, de 14h à 17h. Toujours le 20 décembre, à 20h30, à l'église Saint-Pierre-Audien, il y aura le concert de Noël avec Mathieu Sampéré, le ténor des Centaures, accompagné par le trompettiste Richard Gardet. Bien entendu, le spectacle gratuit qui est ouvert au public. Alors, bien entendu, l'église n'est pas à l'Odéon et les places sont restreintes, donc si vous voulez venir, venez relativement tôt pour avoir une place. Le 22 et le 23 décembre, c'est les journées traditionnelles d'animation du centre-ville, avec déambulation de mascottes, manège, stand de jeu et gourmandise pour tous. Le 23, si le temps le permet, à 18h, le feu d'artifice qui n'a pas été tiré le 14 juillet. Donc il sera tiré, si le temps le permet, sur l'esplanade du Canada. Le 24 décembre, pour certains d'entre vous, à 22h30 à l'église Saint-Pierre-Audien, la traditionnelle messe de minuit, qui sera donc à Saint-Victoré pour la 3e ou 4e année consécutive. Le 28 décembre, distribution du 2e colis exceptionnel à 14h, à partir de 14h au gymnase Hidalgo. Alors pourquoi un 2e colis? Parce que, comme l'année passée, malheureusement, le repas de fin d'année ne peut pas avoir lieu pour différentes causes, notamment pour les restrictions sanitaires. Donc, en compensation, nous offrons un 2e colis au 3e âge aux seniors de Saint-Victor. Voilà. Donc,
Cette fois, ça ne sera pas à la salle du Guet-et-Lautard, mais au gymnase Hidalgo, pour qu'il y ait suffisamment de place pour pas qu'il y ait de gens contaminés de ce côté-là, sachant que à partir de il faut la troisième. La troisième dose pour le pass sanitaire. Voilà, mais cette distribution ne sera pas soumise à pass sanitaire puisque... Absolument. Absolument. C'est un peu comme quand on va dans un magasin, on a le masque et on n'a pas besoin d'avoir le test PCR pour savoir si vous êtes une santé ou pas. Et en fait, le 7 janvier, il y aura des lieux de la municipalité à 18h à la salle de l'automne. Voilà. Ceci clôturera, je dirais, les fêtes de fin d'année et le début de l'année prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, la séance est...